Moi, j'ai posé la question hier. Je suis rentrée hier soir et je dis tiens, juste pour voir pour le film et tout, on est en train de discuter des représentations des uns des autres, des métiers de soignants. Qu'est-ce que tu penses que je fais dans mon métier ? Et la petite, ah ben moi je vais te dire ce que tu fais, maman. Alors attends, je vais chercher la définition d'infirmière. C'est tu aides les gens quand ils ont une maladie, à vivre avec leur maladie ou à guérir leur maladie. Et j'ai trouvé ça, pour le coup, bien plus ouvert que la plupart des gens. Ouais. Je m'appelle Marion, j'ai 41 ans. Je suis infirmière depuis 13 ou 14 ans. Je suis tombée dans le monde du soin toute petite, puisque mes parents étaient déjà soignants. Mon père médecin, psychiatre et généraliste, et ma mère psychomotricienne, avec des enfants atteints de handicaps mentaux et physiques. Et à chaque fois, il me disait, mais si tu choisis quelque chose, pitié, mais ne choisis pas quelque chose dans le monde de la santé. Au final, pendant très très longtemps, ça m'a même pas traversé l'esprit du tout de partir là-dedans. Donc j'ai fait plein de métiers avant, et en fait, le métier d'infirmière, il est venu après une reconversion. Et pour le coup, ça a été une révélation. Je ne connaissais pas du tout. J'ignorais totalement le métier d'infirmière. Et en fait, j'ai découvert que vraiment, il fallait avoir de grandes capacités relationnelles, ou du moins d'écoute, et que ça englobait beaucoup de choses au-delà du soin technique pur. Je m'appelle Aurélie, j'ai 34 ans. Je suis aide-soignante depuis 15 ans. J'ai découvert le monde de la rééducation grâce à un film, Le Scaphandre et le Papillon. Ça a été un peu comme une évidence, qu'on peut appeler un métier passion. J'avais une maman qui était aide-soignante, qui m'a un peu partagé ce métier et en même temps qui a essayé de m'en éloigner par rapport à ce que ça pouvait impliqué, parce que c'est un métier assez prenant, physiquement, psychologiquement, personnellement aussi. Je savais que je voulais faire aide-soignante. J'ai de suite trouvé le poste dans un service de rééduc, dans un hôpital public. J'avais besoin en fait d'avoir un service où les personnes restent, où on crée du lien. Je trouve que c'est des services où on voit énormément de choses, où on a un lien avec énormément de professionnels aussi, où on travaille en pluridisciplinarité avec des kinés, des orthos, où en fait on s'enrichit de plusieurs professions. On n'est pas juste dans son métier, là, pas juste voir ce qui est écrit un peu sur sa fiche de poste, ouvrir un peu son regard sur d'autres façons de faire. Je m'appelle Ludivine, j'ai 37 ans et je travaille comme ergothérapeute à l'hôpital. J'ai décidé assez tôt dans ma scolarité d'être ergothérapeute. Je crois que j'avais compris en 3e qu'il fallait choisir un métier parce qu'il fallait faire un stage. Et voilà, j'ai choisi ce métier-là. En fait, ma mère était infirmière, est infirmière encore, de nuit dans un centre de rééducation. Et pour le stage de 3e, elle m'a dit t'as qu'à venir au centre de rééduc, tu verras plein de métiers. Et en fait, je pense que la salle d'ergothérapie, c'est là où je me sentais le mieux. L'ergothérapie, c'est d'accompagner le patient vers plus d'autonomie. Mais en fait, c'est un objectif que plein de soignants ont. L'idée, c'est qu'on voit avec la personne quelles sont les situations de handicap qu'elle vit. Et on voit avec elle dans quelle mesure est-ce qu'en modifiant certaines manières de faire, ça peut diminuer la situation de handicap, ou en adaptant l'environnement. Par exemple, si tu n'as qu'une main pour lasser tes chaussures, c'est vachement dur. Mais par contre, si tu lasses les lacets d'une manière différente, là, tu peux apprendre à faire tes lacets à une main. Ou alors, tu peux très bien mettre des chaussures à zip ou à scratch. C'est un truc très concret de la vie quotidienne, de quand tu es en situation de handicap parce que tu n'as qu'un bras qui fonctionne, ou tu n'as pas de jambe qui fonctionne, ou là, tu vois pas. Toutes les situations de la vie concrète. C'est vraiment ça. Moi, j'ai l'impression à la fois que j'aide le patient pour que la vie quotidienne soit plus facile pour lui, mais aussi faciliter le travail des personnes qui vont aider les gens qui sont en situation de handicap. Donc le travail des soignants, mais aussi après travailler avec les familles ou l'entourage des patients
Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de travailler en équipe. J'adore travailler en équipe. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Où on peut échanger nos difficultés, les doutes qu'on peut avoir, écouter les doutes des uns des autres, arriver à comprendre pourquoi les uns fonctionnent comme ça, pourquoi d'autres fonctionnent autrement. Ça, c'est très intéressant. Et c'est ça qui fait évoluer la prise en charge. Je pense que ce qui est pas compris par les proches ou par ceux qui font pas partie du soin, c'est tous les à côté en fait. Toutes les choses non pratico-pratiques de l'infirmière elle donne des médicaments et l'aide-soignante elle fait des toilettes. Tout ce côté d'aller rechercher les informations du patient. L'aide-soignante, elle a quand même des compétences et un regard médical. Il y a énormément de choses médicales qu'elles connaissent. Effectivement, elles ne sont pas médecins, pas infirmières, mais par contre, elles savent reconnaître, elles ont un regard clinique quand même qui est très très important, arriver à percevoir des symptômes. Oui. L'aide-soignante, voilà, c'est pas juste celle qui va faire la toilette ou avoir les mains un peu dans le caca. Non, c'est vraiment celle qui va avoir un regard hyper profond sur le patient, qui va détecter si aujourd'hui il va bien ou pas, s'il y a un dysfonctionnement médical, s'il y a une petite plaie, et ça prend du temps et ça oblige en fait à se poser face à la personne. En fait, dans une équipe, c'est le médecin ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'infirmière, l'infirmière ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas l'aide-soignante, et l'aide-soignante ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas la SH. En fait, il peut vite y avoir dans le regard et des patients et de certains soignants aussi, une idée de hiérarchie, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Par exemple, moi j'ai le même niveau d'études que les infirmières, mais sur certains trucs, je pense parce qu'on n'a pas les mêmes... moi je m'occupe pas du pipi, je m'occupe pas du caca. On pourrait croire que je m'occupe de trucs peut-être un peu plus intellectuels ou plus techniques, je sais pas. Et c'est ce que nous renvoient des fois les patients, en fait, aussi que l'ergothérapeute, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, en fait, il est plus un peu pris au sérieux des fois que l'aide-soignant ou l'infirmier, parce qu'on les voit dans des moments où même eux-mêmes, les patients, ils se sentent plus respectés, plus respectables, ils sont habillés. Moi, je vois rarement des patients nus. Du coup, j'ai pas le même rapport que les collègues à la fragilité, en fait. Je savais que j'allais être confrontée à la mort, à la maladie, à la souffrance, à la douleur. Donc ça, j'étais assez préparée finalement. En tout cas, je m'y étais préparée assez inconsciemment, je pense. Par contre, le rapport au corps, à la nudité, je ne m'étais pas imaginé que j'allais être confrontée vraiment au corps. On est en permanence en lien avec la souffrance, avec la mort certaines fois malheureusement. Mais en même temps, il y a des choses qui émergent très belles. Le lien qu'on a avec les collègues, avec les familles. On a besoin de faire équipe, en fait. On a besoin, nous, de faire équipe entre nous. Et en même temps, de faire équipe avec le patient et de faire l'équipe avec la famille. Enfin, c'est toute une bulle là qui doit travailler ensemble pour que tout fonctionne bien. La force d'une équipe, des fois, ça peut être ça, c'est d'aller voir ta collègue et lui dire « Attention, là, tu te fais happer par une situation qui n'est pas forcément bonne pour toi et c'est pas juste, en fait, pour le reste des autres patients, ce sentiment un peu cette notion, en fait, de justice. En fait, des fois, cette équité, on l'oublie parce qu'on est happé par une prise en charge, par
par un patient qui nous touche plus. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est totalement méconnu parce que ça nous prend du temps. Ça prend du temps de prendre en charge un patient, de s'extraire un peu de la situation, d'en parler avec les collègues. Tout ce temps un peu en off prend énormément de temps et aussi hyper important pour la suite de la prise en charge ou du fonctionnement d'un service. C'est le service qui tourne tout autour du patient. Et ça, j'ai l'impression que dans le système de santé actuel, on l'oublie totalement que celui qui est au centre d'un hôpital, c'est le patient, c'est pas le directeur financier, c'est pas le directeur, c'est le patient, la personne malade qui est là et qui a pas demandé à être là parce qu'on ne demande pas en fait de rentrer dans un hôpital. Fred, ça va faire 6 mois. Mais je suis arrivé ici, j'étais au lit. Je faisais rien moi-même, quoi. Accident de moto. Paraplégique. Pas trop tiré là l'épaule. On est bon? Mets les mains à la costelle. Non? Venga, bravo! Alors, C'est ça! j'ai rien fait. Hein. Ils m'ont appris à revivre, quoi. Je croyais pas pouvoir faire autant de choses. Et eux, ils m'ont donné confiance, et ils m'ont dit que c'était possible, et voilà. Et j'ai tout mis en œuvre, et surtout eux, pour que j'y arrive, quoi. Ils font vraiment un très très bon travail. J'ai été dans un autre centre avant, plus grand, c'était pas pareil. Donc ici, ils sont dans l'humain, à l'écoute, et vraiment, ils aiment ce qu'ils font, quoi. Et t'es pas qu'un numéro. On voit pas qu'un est supérieur à l'autre, quoi. Que les gens soient au courant de ce qu'ils font, quoi. Ils sont payés une misère, etc. Et ils te relèvent, quoi. C'est eux qui t'arrives ici, ils te ramassent à la petite cuillère. Et ils te relèvent, c'est grâce à eux que moi je suis autonome, quoi, aujourd'hui. Je pense qu'un service peut bien fonctionner en milieu hospitalier. Je pense qu'un service, il y a des services qui fonctionnent bien, il y a des services qui dysfonctionnent. Le système dysfonctionne à mon sens, mais je suis pas assez, je connais pas tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir dire il faut faire ça pour que ça fonctionne. Par contre, de moi, ce que j'ai observé dans les services hospitaliers, je pense que tous les soignants sont motivés, consciencieux, ont une envie de bien faire. Le problème, c'est que dans la plupart des services, à mon sens, le temps manque énormément. Il faut qu'on se sente bien dans un service pour pouvoir travailler correctement et pour pouvoir accompagner les gens correctement. Pas. Et bien moi, je pense qu'il m'a fallu 14 ans d'expérience pour comprendre la charge réelle de travail de l'infirmière. Et pourtant, je suis une soignante qui essaye d'être au plus proche de ma collègue infirmière, parce que le travail binôme aide-soignant infirmier, je trouve qu'il est incroyable. Mais il m'a fallu 14 ans avant de me rendre compte que si l'infirmière elle venait pas m'aider, c'est pas parce qu'elle avait pas envie ou que parce que moi je me dis putain, quand même elle a fini la description de ses cachets, là, elle a fini ses pansements, elle vient pas m'aider alors que j'ai quand même beaucoup de toilettes, elle a juste les pansements à faire et juste les médicaments, mais pourquoi elle vient pas m'aider? Mais parce qu'en fait, l'infirmière, ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'elle essaie de joindre l'hôpital d'une autre ville pour prendre rendez-vous avec le patient et qu'au bout d'un quart d'heure, le service ne répond toujours pas. Qu'en même temps, elle doit prendre un bon de transport. En même temps, elle doit faire une transmission avec le médecin. Ils lui prescrivent une injection. Et c'est en réellement me posant un jour, en me disant, mais attends, mais vraiment, mais qu'est-ce qu'elles font réellement? En les suivant, en fait, toute une journée, mais vraiment, je me suis rendu compte que
Ah ouais, jusqu'à maintenant, je ne regardais que mon boulot, me dire, en fait, je suis l'aide-soignante qui doit faire la toilette, qui doit transmettre ça à l'infirmière, et voilà. Moi, j'ai compris au bout de plusieurs années que l'orthophoniste faisait du travail cognitif. Je ne le savais pas. En fait, j'ai mis plusieurs années à le comprendre. Mais souvent, c'est de la méconnaissance. Souvent, s'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, c'est souvent qu'il y a une méconnaissance. S'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a une méconnaissance quelque part. Je l'ai prévenu pour la prépa. Ok. Non, il n'y a pas Nathalie là. On va aller la voir, sa femme, parce que peut-être aussi c'est difficile pour elle de mettre le fauteuil dans la voiture. Moi, j'ai les soins directs auprès des patients, c'est-à-dire des séances de rééducation qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure avec des objectifs précis. Et après, il y a tout ce qui est indirect, tout le soin direct qui va être dans le métier. On participe à l'organisation des retours à domicile. Du coup, il faut contacter les prestataires, faire des comptes rendus pour aider l'assistante sociale et les patients à avoir des aides à domicile. Et puis après, il y a tous les aléas. L'autre fois, on a un patient, en 3 jours, il a cassé 3 fauteuils. Mais il était trop agité sur le plan cognitif. Et en fait, il tirait sur les freins, il les a cassés. Du coup, 3 jours d'affilée, on a dû changer les fauteuils. On a dû essayer de les réparer. Si on n'y arrive pas, on fait un bond à l'atelier. Donc ça, c'est des trucs qui sont imprévisibles et qui se rajoutent sur mon planning de ma journée. Puis après, on est appelé par d'autres services. Parce qu'ils ont aussi des problèmes avec des patients d'installation au fauteuil. Du coup, ils nous demandent pour que le patient soit bien installé. Ils ont des problèmes d'escar. On y va, on apporte notre compétence technique. Il y a des fois le médecin, il reçoit un patient ou elle reçoit un patient en consultation et puis hop, elle se dit « Ah, il faudrait que j'ai un regard ergothérapeute. » Alors on vient, mais ça, c'était pas prévu. En fait, il y a plein de trucs comme ça il y a à la fois planifier des soins et à la fois gérer plein de choses, des soins qui ne sont pas prévus. Et ça ajoute des éléments, et d'autant plus quand on doit remplacer des collègues qui ne sont pas là. Du coup, des fois, je suis devant mon ordi, je me dis « Ou attends, j'en suis où? J'avais quoi à faire? Il fallait que je rappelle telle pharmacie, en même temps que je fasse ce compte-rendu pour le médecin, que je dise ça et ça pour mes collègues. » Enfin, et puis après, il y a toutes les transmissions. Bon, c'est le bordel. Ça fait 14 ans que je fais ce métier et je pense qu'en fait, il ne m'a pas encore apporté toutes les connaissances. C'est un métier qui me fait évoluer personnellement tous les jours. Parce que ça me fissure aussi, il y a des prises en charge qui me fissurent. On a un lien avec le corps de l'autre et le corps en souffrance de l'autre, les corps meurtris. On a un lien avec le corps meurtri. Parce qu'on voit des choses et on met nos doigts des fois dans des endroits qui pourraient nous faire devenir complètement barges. Et des fois, on se le demande souvent, on se dit, mais comment en fait notre cerveau arrive à encaisser autant de choses? Et j'ai toujours pas la réponse en fait. Et ouais, des fois on a besoin, enfin moi ça m'arrive des fois d'arriver chez moi, de me garer devant chez moi et de rester dans la voiture et d'avoir un temps de rien. Un temps de néant complet. En plus, j'habite très, très près en fait, du boulot. Donc, j'ai 4 minutes de voiture. Et en fait, ce temps, des fois, il n'est pas assez long pour extraire en fait, tout ce que j'ai encaissé durant la journée. Donc, je suis là dans ma voiture, éteinte, à regarder le pare-brise et à faire du vide. Quand on passe 3 jours en 12 heures où on est en lien avec beaucoup de personnes, que ce soit les collègues, que ce soit les patients, que ce soit les familles, enfin, tout ce qui gravite autour de nous. Au bout de 3 jours de 12 heures, mon premier jour de repos, j'ai juste envie qu'on me fiche la paix. C'est compliqué à comprendre pour les autres de se dire « mais attends, elle se met dans sa bulle là ». Et du coup, soit je vais courir, soit je pars en montagne. Et en fait, c'est juste moi envers moi où j'expulse un peu en montagne. En montagne, il y a rien, il y a juste la montagne. Il y a le bruit du vent, les oiseaux. Mais en fait, la montagne, elle me demande rien. Elle me demande pas de me justifier, elle me demande pas de faire des choses, de m'organiser, de penser à l'autre. Il y a des fois, j'ai plus envie de penser à l'autre. On oublie totalement notre corps. On oublie qu'on a une vessie, on oublie qu'on a un estomac. Si on n'a pas le temps de manger, c'est pas grave. Bon,
On essaye quand même de toujours chipper une madeleine ou une biscotte quelque part. Mais le pipi, sur 12 heures, ça m'arrivait de faire pipi une fois en 12 heures et encore des fois, ou même boire. Des fois, je me dis, j'arrive à la fin de la journée, je suis là, mais est-ce que j'ai bu aujourd'hui ? Je vais nager, ça me vide la tête. J'entends que le bruit de l'eau et de la respiration quand je nage et en fait je vois pas le temps passer alors que je déteste courir. Donc ça je vais pas aimer du tout, mais je peux très bien aller nager et nager pendant un moment. On est dans le brouhaha quand même toute la journée. Nous les infirmières, on est sollicité toute la journée par tout un tas d'intervenants, que ce soit les patients, les familles, les aides-soignantes, les rééducateurs, les autres collègues, l'infirmière, le médecin ou les médecins, la gestion de tout un tas de choses, au-delà de tout ce qu'on a à faire en soins techniques, gérer nos émotions avec les patients. La gestion du stock, recevoir la pharmacie, ranger la pharmacie, ne pas oublier de commander tel médicament qui vient d'être prescrit, annuler un rendez-vous, reprogrammer un transport. Enfin, toute la journée, c'est un espèce de j'ai l'impression d'avoir une machine de guerre dans la tête. Et c'est vrai que quand j'arrive à la maison, voilà, c'est vraiment cette idée de cerveau qui tourne en boucle et de bruit. Le bruit, toute la journée, du bruit, sans cesse, on est interpellé en permanence, on fait 3-4 tâches à la fois, on est au téléphone pendant qu'on fait un pansement, pendant qu'on parle à quelqu'un, on est interrompu, on a du mal à se concentrer. Et moi je sais que je rentre à la maison, il me faut juste du calme. Et c'est vrai que la première journée, souvent je fais rien et je sors pas. Quant à la danse, là pour le coup c'est complètement différent. Ça me permet de devoir me concentrer sur retrouver mon corps. Et ça fait du bien. Si on veut pouvoir continuer notre travail et puis surtout être en bonne santé nous-mêmes, faut qu'on bouge, quoi. Il faut que mon corps il voit la lumière, c'est bon pour ma santé. Là où ça me fait du bien, c'est que j'ai de la chance de pouvoir travailler et vivre ici. Je me dis, si jamais c'est trop dur ou en fait je regarde autour de moi, c'est beau. Ça sort un peu de toute la complexité, toute la densité tant organisationnelle, humaine, émotionnelle qu'on vit au quotidien au boulot. Il y a des fois où cette relation en fait, à la mort et à la souffrance, elle m'atteint plus que j'en ai conscience en fait. Je suis pas une machine et même si c'est mon boulot, même si, comme certains diront, oui mais en même temps c'est bon, tu l'as choisi, tu as choisi ce métier, tu savais que c'était dur et tu es payé pour ça. Certains, je l'ai choisi réellement avec le cœur et réellement avec mes tripes, mais il me tanne, ouais, des fois, ce métier, ouais. J'ai besoin et envie de faire ça et c'est vraiment quelque chose qui me plaît profondément. Mais en même temps, et j'ai pas honte de le dire, il m'ébranle autant qu'il m'élève, en fait, ce métier.